Bienvenue dans Empathie, le podcast, disponible sur YouTube, YouTube Music, Apple Podcast, Spotify. C'est le podcast qui fait rêver, qui le fait bien, je crois. C'est le spectacle des histoires hypnotiques et des interviews sur la santé mentale. Je me posais une question encore récemment. Oui, je me pose beaucoup trop de questions, mais c'est certainement par contagion vu mon métier de psy et je me posais cette question toute bête. C'est pourquoi est-il si difficile d'admettre qu'on aime les livres destinés à la jeunesse? Je veux dire, si vous allez à des dîners, à des soirées, des gens qui diront aimer Harry Potter, ça oui, on en trouvera, peut-être Narnia, mais on entendra rarement des gens dire « Ah, j'adore le livre de Pinocchio, Alice au pays des merveilles ». On vous citera soit des noms plus connus, soit de la littérature davantage célébrée. Mais est-ce si infamant que ça d'aimer le Petit Prince, Alice, Peter Pan ou Pinocchio? Un chef-d'œuvre pour la jeunesse, c'est comme un chef-d'œuvre de SF, c'est un chef-d'œuvre. Point. Point final même. Dire que toute sa vie, Anderson rêva d'être connu pour autre chose que ses contes, comme Conan Doyle d'ailleurs, qui essaya de tuer son héros pour que la postérité retienne autre chose de lui. Dans les deux cas, c'est raté. Tout simplement raté. Pourquoi Anderson, dont l'un des trésors servira de support à la plus merveilleuse des rêveries, se gâcha-t-il ainsi la vie? La réponse, je le crois, tient en 3 mots. Pour faire sérieux. Et puis, pour faire sérieux, il faut être adulte. Et pour être adulte, il faut tuer l'enfant en nous, éradiquer sa fantaisie et sa joie, devenir déprimant d'honorabilité. Pourtant, en étouffant l'enfant, devient-on seulement adulte ou juste un vieux con? Un être snob qui finit par choisir ses goûts et ses amis, pas par affection, mais parce que ça fait bien. En vous faisant rêver avec cette histoire hypnotique, je vous invite à puiser à la source de toutes les vraies joies, celle de l'enfance. Mais allez, en route vers l'hypnose, il est grand temps. As-tu déjà remarqué à quel point les contes nous font rêver? À quel point les images sont belles? À quel point elles se précisent facilement en nous? Pourquoi? Je pense qu'il y a des réponses simples. Parce que nous les avons lues enfants, parce que nous avons regardé les images et rêvé avant même de savoir lire. Parce qu'on nous a conté ces histoires juste avant de dormir. Et comme un merveilleux conditionnement, cela nous a appris à rêver pour s'endormir. Et peut-être aussi parce que lorsque nous avons appris à lire, ils ont été les premiers textes qui ont développé la base de notre imagination, développé notre créativité, notre imaginaire. Alors, ne sois pas étonné si ce conte d'Anderson te fait voyager très loin. Et maintenant, si je te demande de fixer un point, c'est juste pour te mettre dans une sorte de recueillement, pour te laisser porter par mes mots qui vont te faire voyager vers l'inconscient. Tu vois, tu n'as absolument rien à faire, juste à les écouter. Et si tu retrouveras certaines de ces phrases de voyage en voyage, d'histoire hypnotique en histoire hypnotique, c'est fait exprès. C'est pour te permettre comme ça, comme des encres, de t'ancrer davantage dans l'hypnose de plus en plus rapidement et facilement. Alors, regarde ce point avec un regard doux et imagine. Et si tu pouvais, comme Mary Poppins, sauter dans un livre, peut-être un livre de contes, et te retrouver projeté dans un autre monde, sans les règles pesantes d'une autre. Et si? Non, il n'y a pas de et si. L'imagination est faite pour ça, et l'hypnose, dans laquelle je vais t'accompagner, va donner vie et sens à ce monde. À ton rythme, toujours à ton rythme. Et tu vois, simplement le fait de se poser comme cela, d'observer ce point, sa couleur, sa luminosité, de s'accorder un temps pour le rêve et pour les mots. Eh bien déjà, cela commence à installer en toi ce processus d'intériorisation, qui est le sens même et la nature même de l'hypnose. Alors bien sûr, ton corps va rester de ce côté, de plus en plus calme, à mesure que le temps et mes mots avanceront, progresseront en toi.
le corps immobile. Mais ton esprit, lui, va franchir les pages du possible. Ensemble, nous allons créer le réel. Nous allons cheminer portés par les mots sacrés, les mots justes, ceux qui gardent encore en eux un peu de la magie originale, c'est-à-dire les mots qui permettent d'échapper à la causalité, à l'habitude, à la répétition, au traumatisme du passé, à la lassitude du présent et aux inquiétudes du futur. Des mots qui s'autorisent tout et qui permettent de voyager vers, un côté en soi auquel appartient le merveilleux et la magie. Je les connais, ces paroles qui vont te faire entrer en transe toujours davantage. Pour ce qui est des univers qui naîtront dans ton esprit, c'est le rêveur qui s'en occupera. Ou comme je préfère ce mot à celui d'inconscient ou de subconscient, ou d'une manière plus psychanalytique de ça. Pourtant, le mot n'a pas d'importance. Y croire même n'a pas d'importance. Ce qui est, c'est qu'en toi, quelque chose, vit, prospère, te protège. Et cette chose-là, tu vas t'en rapprocher. Et cette chose-là, c'est toi, bien sûr. Alors même que tu écoutes ces paroles, peut-être te crois-tu parfaitement conscient à ce moment-là. Déjà, cet inconscient s'est emparé, de cette idée de conte d'Anderson. Et à grands traits d'esquisse, sans en connaître le détail, ou peut-être le retrouve-t-il à nouveau, il dessine le lieu futur de ton hypnose. Déjà, le songe en toi se prépare. Déjà en toi, l'inconscient se fait préconscient, se rapproche du conscient. Et dans cet entre-là, des pensées, des rêves, des projections aussi, quelle que soit la nature, l'évolution, même la définition que l'on veut, peut ou doit lui donner. Dans cet entre-là, donc, au-delà de la confusion des mots, au-delà de ce qui échappe à la simplicité et de l'évidence, pourtant perçu en dessous, tu entres davantage en transe. Tu sais, tu n'as même pas à y prendre garde. Tu peux te laisser complètement porter si tu le veux. C'est ce qui est agréable dans l'hypnose. Te laisser porter. Tu peux regarder mes mots passer à la fenêtre du train de tes pensées, te sentir plus songeur, plus méditatif, plus détaché de l'horizon du quotidien. Oui, comme si je te racontais une histoire, un conte. As-tu remarqué que certains des mots qui ont précédé se sont déjà effacés? Et pourtant, à la fois tu es là et moins là. C'est comme si tu avais commencé à être ailleurs. Ou, je crois que tu connais la réponse, je l'ai distillée avant. Plus proche des mondes flottants, plus proche de toi-même, plus proche de l'hypnose. Et ton corps s'en fait le témoin, lui dont la respiration se ralentit toujours davantage, les yeux peuvent se fermer sur une transe plus calme s'il le souhaite déjà. Observe ce corps qui se relaxe tout seul et dont la respiration régulière t'emporte toujours plus loin dans le voyage de l'esprit. Laisse-lui prendre de respiration profonde, comme ça, comme si tu faisais 2 grands pas vers l'imaginaire, vers l'inconscient. Que ton souffle devienne encore plus lent et doux pendant que tes pensées s'accrochent et se décrochent. Qu'elles se forment, se déforment, créent d'autres formes. Tu entres un peu plus en transe. L'as-tu déjà perçue? Elle est si mince, fine et longue, presque invisible. La chaînette argentée qui seule attache la légèreté de ta psyché à l'enveloppe engourdie, abandonnée sur ce fauteuil ou ce lit, dérivant vers une relaxation de plus en plus grande. Dit plus simplement, c'est comme s'il y avait une dissociation entre le corps et la pensée, le corps lourd et calme, engourdi d'un côté, et la pensée, la psyché, quel joli mot, plus légère, plus loin. Oh, le joli mot de psyché qui, comme un encensoir, répand les plus subtiles évocations, celles qui vont te faire voyager encore plus loin au centre de toi-même, vers l'hypnose, toujours plus loin.
La psyché, c'est ton esprit pensant qui s'éloigne sur le chemin lumineux de l'imaginaire. Psyché, comme dans le mythe d'Héros, c'est Psyché. Je me souviens de ton histoire, ô princesse. Je la rêve en ces mots. Mortelle, ta beauté n'aurait pas dû éclipser celle d'Aphrodite. Pour te punir, elle t'envoya son fils, le dieu ailé, le dieu d'amour armé de ses flèches. Lui désobéissant, de toi il s'est pris, et pourtant tu trahis sa confiance. Ainsi qu'en témoigne Apulée dans ses métamorphoses. Et tu dû affronter de nombreuses épreuves avant de pouvoir regagner son amour et goûter avec lui au nectar, à l'ambroisie, à la divinité. Passé ton apothéose, on raconte que Zeus t'offrit des ailes. Des ailes de papillon comme celles de l'espèce à qui tu devais, donner ton nom, Psyché. Comme celles aussi de tes pensées qui deviennent plus légères, toi qui m'écoutes. Qui s'envole plus haut, plus légère. Toi qui m'écoutes, toi aussi ta psyché a des ailes. Contemple ces pensées légères qui s'envolent sur les courants aériens de mes mots, alors que le corps lourd, lui, de l'autre côté, s'enracine de plus en plus dans la pesanteur immobile et engourdie d'une méditation tranquille. Méditation, rêverie, hypnose. Peut-être peut-on inverser les mots, peut-être sont-ils interchangeables, tant ils sont proches, tant ils décrivent une même nature de l'être, si naturelle, qu'on est à peine surpris de la retrouver dans l'hypnose, si ce n'est d'une manière plus profonde et sur un temps plus long. Laisse ton inconscient faire briller pour toi l'ovale de l'un de ces grands miroirs que l'on appelle aussi psyché. Et déférence gardée envers Alice, traverse-le, comme ça, simplement, sans te poser de questions. Ce que tu y trouveras de l'autre côté, c'est une bibliothèque merveilleuse, une bibliothèque infinie. Sache que tous les livres écrits ou qui auraient pu être écrits s'y trouvent. Et chaque page de chaque ouvrage peut ouvrir la porte d'une myriade de mondes. Tous les univers dans un seul endroit, tous les rêves dans un seul esprit, le tien. Comme il est vaste et multiple ton esprit. Et comme il se rapproche de plus en plus de la réalité de son inconscient, alors que tu entres de plus en plus en transe. Quelque part dans un de ces rayons, l'on peut même trouver le livre de ta vie. Voilà ce qu'on pourrait y lire justement. Quand il avait commencé à entendre ces mots, il ne s'attendait pas à aller aussi loin. Où exactement cela restait à préciser. L'endroit semblait changer du tout au tout à chaque instant. Ce qui ne changeait pas, c'était le corps dont les yeux se fermaient. La respiration se ralentissait et semblait de plus en plus endormie. À chaque fois qu'il les réentendait, la transition se faisait plus rapide. Tu es en transe. Ces mots, il les sentait qui l'engourdissaient. Tu es en transe. Le corps seulement plus lourd, tu es en transe. L'esprit, lui, au contraire, semblait gagner en légèreté. Tu es en transe. En pensée, il avait traversé un mystérieux miroir pour se retrouver dans une bibliothèque encore plus mystérieuse. Il aurait pu y trouver l'histoire de sa propre vie et comme dans une mise en abîme, s'y lire lisant le livre qu'il tenait. Comme dans l'histoire sans fin, tu es en transe. Les mots ne servaient plus à rien car même lorsqu'il cessait de les entendre, il les vivait dans sa chair. Tu es en transe. Oui, il le savait déjà. Sortons de cette boucle, veux-tu, et retrouve-moi dans l'une des allées de cette Alexandrie de papier. Dans le bras et sur le premier rayon, saisis le livre qui t'y attend. Ce conte d'Anderson. Il ouvre pour toi ces pages et un monde qui va se développer comme un rêve tout autour de toi sur les briques des mots que tu entendras. La Reine des Neiges, première histoire, qui traite du miroir et de ses morceaux. Voyons, nous commençons. Quand nous serons au bout de notre conte, nous en saurons bien plus que maintenant, car nous avons parmi nos personnages un vilain merle, le plus méchant de tous, le diable. Un jour, il était de bien bonne humeur, il venait de confectionner un miroir qui avait une merveilleuse propriété. Le beau, le bien s'y réfléchissait, disparaissait presque entièrement, tout ce qui était mauvais et déplaisant ressortait au contraire et prenait des proportions excessives. Les plus admirables paysages, par ce moyen, ressemblaient à des épinards cuits. Les hommes les meilleurs et les plus honnêtes paraissaient des monstres. Les plus beaux semblaient tout contrefaits.
On les voyait la tête en bas, les visages étaient contournés, grimaçants, méconnaissables. La plus petite tache de rousseur devenait énorme et couvrait le nez et les joues. « Que c'est donc amusant !» disait le diable en contemplant son ouvrage. Lorsqu'une pensée sage ou pieuse traversait l'esprit d'un homme, le miroir se plissait et tremblait. Le diable, enchanté, riait de plus en plus de sa gentille invention. Les diablotins qui venaient chez lui à l'école, car il était professeur de diablerie, allèrent compter partout qu'un progrès énorme, incalculable, s'accomplissait enfin. C'était seulement à partir de ce jour qu'on pouvait voir au juste ce qu'il en était du monde et des humains. Ils coururent par tout l'univers avec le fameux miroir, et bientôt il n'y eut plus un pays, plus un homme qui ne s'y fût réfléchi avec des formes de caricature. Ensuite, plus hardis, ils se mirent à voler vers le ciel pour se moquer des anges et du bon Dieu. Plus ils montaient et s'approchaient des demeures célestes, plus le miroir se contournait et frémissait à cause des objets divins qui s'y reflétaient. À peine s'ils pouvaient le tenir tant ils se démenaient. Ils continuèrent de voler toujours plus haut, toujours plus près des anges et de Dieu. Tout à coup, le miroir trembla tellement qu'il échappa aux mains des diablotins impudents. Il retomba sur la terre où il se brisa en des milliards de morceaux. Mais il causa alors bien plus de malheur qu'auparavant. Ces débris n'étaient pas plus gros que des grains de sable. Le vent les éparpilla à travers le vaste monde. Bien des gens reçurent de cette funeste poussière dans les yeux. Une fois là, elle y restait, et les gens voyaient tout en mal, tout en laid et tout à l'envers. Ils n'apercevaient plus que la tare de chaque créature, que les défectuosités de toute chose, car chacun des imperceptibles fragments avait la même propriété que le miroir entier. Bien plus, il y eut de ces morceaux qui descendirent jusqu'au cœur de certaines personnes. Alors c'était épouvantable. Le cœur de ces personnes devenait comme un morceau de glace, aussi froid et aussi insensible. Et si on prenait le temps, un instant juste, d'imaginer un miroir inversé de celui-ci, ou des lunettes, qui permettraient au contraire de voir tout ce qu'il y a de beau, de juste, de merveilleux dans la vie. Je ne prétends pas qu'il y ait une vérité, que toutes les choses soient belles ou que toutes les choses soient laides. Je crois que c'est bien souvent le regard qui se pose, qui en décide. Mais ne devrait-on pas cultiver davantage ce regard de la beauté et du bien, simplement pour renforcer son cœur, pour s'y reposer, pour pouvoir aussi avancer avec plus de sécurité et de contentement dans la vie, et quand il le faut seulement, eh bien s'attarder sur le mauvais. Alors imaginez un instant, ou laissez plutôt votre inconscient imaginer pour vous des lunettes par exemple, qui vous permettraient de voir uniquement les belles choses. Qu'est-ce qui dans votre vie pourrait s'y refléter merveilleusement, pourrait s'inscrire dans vos yeux, dans votre esprit, dans votre cœur? Qu'est-ce qui mérite d'être observé, glané, et ensuite intégré à votre être? Je laisse les images, les sons, les sensations se préciser en vous. Et quoi que ce soit, même une chose infime, j'aimerais que remonte en vous un élément de beauté de votre vie. Je ne sais pas si ce sont les petites joies qui font les grands bonheurs, mais je crois que déjà savourer une petite joie est une sorte de victoire dans la vie. Et qu'en les accumulant, on approche une sorte de sérénité et de contentement qui, à défaut de bonheur, est déjà pas si mal. Alors cette petite chose ou cette grande chose belle dans votre vie, j'aimerais que vous puissiez la voir avec ces lunettes ou ce miroir du bien, où tout ce qui est beau et merveilleux se reflète. Et vous verrez que bien plus souvent dans votre vie, vous reprendrez ce réflexe. Là où il y aura de la laideur, votre regard ira chercher de la beauté. Là où il y aura le mal, votre regard ira chercher de la bonté. Simplement parfois en le déplaçant de quelques mètres, en le déplaçant de quelques minutes dans le temps, ce regard. Et maintenant que
Cette joie va prospérer en vous, continuons l'histoire. Outre ces innombrables petits débris, il resta du miroir quelques fragments plus considérables, quelques-uns grands comme des carreaux de vitre. Il ne faisait pas bon de considérer ses amis à travers ceux-ci. D'autres servirent de verres de lunettes. Les méchants les mettaient sur leurs yeux pour paraître voir clair et discerner avec une exacte justice. Quand ils avaient ces lunettes sur le nez, ils riaient et ricanaient comme le diable regardant son miroir. Les laideurs qu'ils découvraient partout les flattaient et chatouillaient agréablement leur esprit pervers. C'était un gigantesque miroir. Le vent continua d'en semer les débris à travers les airs. Maintenant, écoutez bien. Deuxième histoire, un petit garçon et une petite fille. Dans la grande ville, il y a tant de maisons, tant de familles, tant de monde, que tous ne peuvent avoir un jardin. La plupart doivent se contenter de quelques pots de fleurs. 2 enfants de pauvres gens avaient trouvé moyen d'avoir mieux qu'un pot de fleurs et presque un jardin. Leurs parents demeuraient dans une étroite ruelle. Ils habitaient 2 mansardes en face l'une de l'autre. Les toits des 2 maisons se touchaient presque. On pouvait sans danger passer d'une gouttière à l'autre et se rendre visite. Les enfants avaient devant leurs fenêtres chacun une grande caisse de bois remplie de terre, où ils poussaient des herbes potagères pour le ménage, et aussi dans chaque caisse un rosier. Les parents eurent l'idée de poser les caisses en travers de la petite ruelle, d'une fenêtre à l'autre. Ce fut un embellissement considérable. Les pois suspendant leurs branches, les rosiers joignant leurs fleurs formaient comme un arc de triomphe magnifique. Les enfants venaient s'asseoir sur de petits bancs entre les rosiers. Quel plaisir quand on leur permettait d'aller s'amuser ensemble dans ce parterre aérien. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autant. L'hiver, leur plaisir était interrompu, les fenêtres étaient souvent gelées et les carreaux couverts d'une couche de glace. Les enfants faisaient alors chauffer un shilling de cuivre sur le poêle. Ils l'appliquaient sur le carreau et cela formait un petit Judas tout rond derrière lequel étincelait de chaque côté un petit œil doux et riant. C'était le petit garçon et la petite fille. Ils se nommaient Kay, elle se nommait Gerda. Alors prenons un instant pour exercer notre regard, pour imaginer je ne sais où, un village, une ville, un quartier pauvre, où peut-être les couleurs ne sont pas fréquentes, où le beige alterne avec le gris, la fumée, et pourtant dans une ruelle, si l'on zoome bien, si l'on agrandit l'image, si on la laisse prospérer dans notre cœur, il y a une petite ruelle, et dans cette petite ruelle, une sorte d'arche, de fleurs, de joie. Et de quoi est-elle constituée? Oh, d'herbes pour le ménage, mais aussi de rosiers et d'autres fleurs. Et surtout, cette arche est formée des 2 regards purs de 2 enfants. Alors, ce d'autant plus que l'écrin autour de cette beauté est d'un terne absolu, eh bien, faisant comme une sorte de contrepoint. Cet endroit rayonne de beauté, de paix et d'amour. Et comme on se trouve dans le cadre de l'hypnose, vous pouvez avec tout le corps et le cœur et l'esprit ressentir ce miracle. En été, ils pouvaient donc aller l'un chez l'autre d'un seul saut. En hiver, il leur fallait descendre de nombreux escaliers et en remonter autant. On était en hiver. Au dehors, la neige voltigeait par milliers de flocons. « Ce sont les abeilles blanches, » dit la grand-mère. « Ont-elles aussi une reine ?» demanda le petit garçon, car il savait que les abeilles en ont une. « Certainement, » dit la grand-mère. « La voilà qui vole là-bas où elles sont en masse. Elle est la plus grande de tous. Jamais elle ne reste en place tant elle est voltigeante. Est-elle sur terre, tout à coup, elle repart se cacher dans les nuages noirs. Dans les nuits d'hiver, c'est elle qui traverse les rues des villes et regarde à travers les fenêtres qui gèlent alors et se couvre de fleurs bizarres. »« Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, » dirent à la fois les 2 enfants. Et maintenant ils savaient que c'était bien vrai ce que disait la grand-mère. « La Reine des Neiges peut-elle entrer ici ?» demanda la petite fille. « Qu'elle vienne donc, dit Kay. Je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra. »
Mais la grand-mère se mit à lui lisser les cheveux et raconta d'autres histoires. Le soir de ce jour, le petit Kay était chez lui à moitié déshabillé, prêt à se coucher. Il mit une chaise contre la fenêtre et grimpa dessus pour regarder le petit trou rond fait au moyen du shilling chauffé. Quelques flocons de neige tombaient lentement. Le plus grand vint se fixer sur le bord d'une des caisses de fleurs. Il grandit et finit par former une jeune fille plus grande que Gerda, habillée de gaze blanche et de tulle bordée de flocons étoilés. Elle était belle et gracieuse, mais tout de glace. Elle vivait cependant, ses yeux étincelaient comme des étoiles dans un ciel d'hiver, et elle était sans cesse en mouvement. Prenons encore un instant le temps pour une autre vision. Une vision belle, peu importe la suite de l'histoire, celle des flocons de neige tombant drus dehors, ce petit rond comme un Judas fait avec le shilling chauffé, et juste là, cette figure gracieuse auquel on a donné le nom de Reine des Neiges. Laissons ce temps, oublions un instant les intrigues qui suivront, et profitons juste de la beauté de la scène. Dans ce conte d'Anderson, tout se finira bien, et les épreuves sont juste taillées à la mesure de Kay et de Gerda, pour qu'ils puissent triompher. Alors c'est avec cette confiance et le calme permanent qu'offre l'hypnose, j'en veux pour témoin le corps là-bas, qui est calme, relaxé, qui s'endort toujours davantage dans une immobilité de plus en plus grande et presque engourdie. Oui, il s'endort, et l'esprit, lui, déjà peut rêver dans le sommeil de l'hypnose. Alors, la figure se tourna vers la fenêtre et fit un signe de la main. Le petit garçon eut peur et sauta à bas de la chaise. Un bruit se fit dehors, comme si un grand oiseau passait devant la fenêtre et de son aile frôlait la vitre. Le lendemain, il y eut une belle gelée. Puis vint le printemps. Le soleil apparut, la verdure poussa, les hirondelles bâtirent leur nid, les fenêtres s'ouvrirent, et les deux enfants se retrouvèrent assis à côté l'un de l'autre dans leur petit jardin là-haut sur le toit. Comme les roses fleurirent superbement cet été, et que le jardin se para à plaisir. La petite fille avait appris par cœur un cantique où il était question de roses. Quand elle le disait, elle pensait à celle de son jardin. Elle le chanta devant le petit garçon, elle le lui apprit, et tous deux unirent bientôt leurs voix pour chanter. Les roses passent et se fanent, mais bientôt nous reverrons la Noël et l'enfant Jésus. Les deux petits embrassaient les fleurs comme pour leur dire adieu. Ils regardaient la clarté du soleil et souhaitaient presque qu'il hâtât sa course pour revoir plus vite l'enfant Jésus. Pourtant, quelle belle journée se succédait pour eux pendant qu'ils jouaient à l'ombre des rosiers couverts de fleurs. Un jour, Kay et Gerda se trouvaient là, occupés à regarder, dans un livre d'images, des animaux, des oiseaux, des papillons. L'horloge sonna justement 5 heures à la grande église. Voilà que Kay s'écrie. « Aïe, il m'entrait quelque chose dans l'œil. Aïe, aïe, quelque chose m'a piqué au cœur. » La petite fille lui prit le visage entre les mains et lui regarda dans les yeux qui clignotaient. Non, elle n'y vit absolument rien. « Je crois que c'est parti, » dit-il. Mais ce n'était pas parti. C'était un des morceaux de ce terrible miroir dont nous avons parlé, de ce miroir, vous vous en souvenez bien, qui fait paraître petit et laid ce qui est grand et beau, qui met en relief le côté vilain et méchant des êtres et des choses, et en fait ressortir les défauts au préjudice des qualités. Le malheureux Kay a reçu dans les yeux un de ces innombrables débris. L'atome funeste a pénétré jusqu'au cœur, qui va se racornir et devenir comme un morceau de glace. Kay ne sentait plus aucun mal, mais ce produit de l'enfer était en lui. « Pourquoi pleures-tu » dit-il à la fillette que son cri de douleur avait émue. « Essuie ces larmes, elles te rendent affreuse. Je n'ai plus aucun mal. Fille donc » s'écria-t-il en jetant les yeux autour de lui. « Cette rose est toute piquée de verre, cette autre est mal faite. Toutes sont communes et sans grâce, comme la lourde boîte où elles poussent.
il donna un coup de pied dédaigneux contre la caisse et arracha les 2 fleurs qui lui avaient déplu. « Kay, que fais-tu » s'écria la petite fille comme s'il commettait un sacrilège. La voyant ainsi effrayée, Kay arracha encore une rose, puis s'élança dans sa mansarde sans dire adieu à sa gentille et chère compagne. Que voulez-vous? C'était l'effet du grain de verre magique. Le lendemain, ils se mirent à regarder de nouveau dans le livre d'images. Kay n'y vit que d'affreux magots, des êtres ridicules et mal bâtis, des monstres grotesques. Quand la grand-mère racontait de nouveau des histoires, il venait tout gâter avec un « mais » ou bien il se plaçait derrière la bonne vieille, mettait ses lunettes et faisait des grimaces. Il ne craignit pas de contrefaire la grand-mère, d'imiter son parler et de faire rire tout le monde aux dépens de l'aïeul vénérable. Ce goût de singer les personnes qu'il voyait et de reproduire comiquement leur ridicule s'était tout à coup développé en lui. On riait beaucoup à le voir. On disait « ce petit garçon est malin, il a de l'esprit ». Il alla jusqu'à taquiner la petite Gerda qui lui était dévouée de toute son âme. Tout cela ne provenait que de ce fatal grain de verre qui lui était entré au cœur. Et si ce grain de verre, ce n'était finalement que la description de la dépression, de la déprime. Cette manière qu'a de temps en temps le monde de sembler terne, alors que c'est notre regard qui s'éternit au contact de la déprime. Alors, pendant toutes ces épreuves, autorisez-vous à prendre de la hauteur et à regarder ces scènes comme si on vous les racontait. Votre cœur sera confortable et serein, car vous savez que tout finira bien. Vous savez que ces épreuves renforceront les deux héros, les 2 enfants. Et que finalement, cette méchanceté, comme la dépression, n'est pas une partie de nous, mais plus une sorte de maladie, de virus, quelque chose qu'on attrape et qui heureusement peut disparaître. Et lorsque le cœur est froid et semble de glace, lorsque tout devient laid, c'est avec un espoir tranquille, au moins faut-il essayer de l'avoir, que l'on peut savoir qu'à nouveau le regard s'ouvrira, quelque chose tombera des yeux comme des écailles, et le monde retrouvera son sel, sa beauté, son sens. Certainement, en se laissant porter par le calme de l'hypnose, certainement en cultivant le beau, en prenant le temps pour soi de vivre, de célébrer ce qui a de l'importance, de s'y consacrer autant qu'on le peut. Dès lors, il ne joua plus au même jeu qu'auparavant. Il joua à des jeux raisonnables, à des jeux de calcul. Un jour qu'il neigeait, l'hiver était revenu, il prit une loupe qu'on lui avait donnée et, tendant le bout de sa jaquette bleue au dehors, il laissa tomber des flocons. « Viens voir à travers le verre, Gerda, » dit Kay. Les flocons à travers la loupe paraissaient beaucoup plus gros. Ils formaient des hexagones, des octogones et autres figures géométriques. « Regarde, » reprit Kay comme c'est bien arrangé avec art et régularité. N'est-ce pas bien plus intéressant que des fleurs? Ici, pas un côté de l'étoile qui dépasse l'autre, tout est symétrique. Il est fâcheux que cela fonde si vite. S'il en était autrement, il n'y aurait rien de plus beau qu'un flocon de neige. Le lendemain, il vint avec ses gants de fourrure et son traîneau sur le dos. Il cria aux oreilles de Gerda, comme tout joyeux de la laisser seule. « On m'a permis d'aller sur la grande place où jouent les autres garçons. » Aussitôt dit, il disparut. Là, sur la grande place, les gamins hardis attachaient leurs traîneaux aux charrettes des paysans et se faisaient ainsi traîner au bout de chemin. C'était une excellente manière de voyager. Kay et les autres étaient en train de s'amuser quand survint un grand traîneau peint en blanc. On y voyait assis un personnage couvert d'une épaisse fourrure blanche, coiffé de même. Le traîneau fit 2 fois le tour de la place. Kay y attacha le sien et se fit promener ainsi. Le grand traîneau alla plus vite, encore plus vite. Il quitta la place et fila par la grande rue. Le personnage qui le conduisait se retourna et fit à Kay un signe de tête amical, comme s'ils étaient des connaissances. Chaque fois que Kay voulait détacher son traîneau, le personnage le regardait en lui adressant un de ces signes de tête. Et Kay, subjugué, restait tranquille. Les voilà qui sortent des portes de la ville. La neige commençait à tomber à force.
Le pauvre petit garçon ne voyait plus à 2 pas devant lui et toujours on courait avec plus de rapidité. La peur le prit. Il dénoua enfin la corde qui liait son traîneau à l'autre, mais il n'y eut rien de changé. Son petit véhicule était comme rivé au grand traîneau qui allait comme le vent. Kay se mit à crier au secours, personne ne l'entendit. La neige tombait de plus en plus épaisse, le traîneau volait dans une course vertigineuse. Parfois il y avait un chaos comme si l'on sautait par-dessus un fossé ou par-dessus une haie, mais on n'avait pas le temps de les voir. Kay était dans l'épouvante. Il voulut prier, dire son pater. Il n'en put retrouver les paroles. Au lieu de réciter le pater, il récitait la table de multiplication. Et le malheureux enfant se désolait. Les flocons tombaient de plus en plus durs. Ils devenaient de plus en plus gros. À la fin, on eût dit des poules blanches aux plumes hérissées. Tout d'un coup, le traîneau tourna de côté et s'arrêta. La personne qui le conduisait se leva. Ses épaisses fourrures qui la couvraient étaient toutes de neige d'une grande blancheur éclatante. Cette personne était une très grande dame. C'était la Reine des Neiges. « Nous avons été bon train, dit-elle. Malgré cela, je vois que tu vas geler, mon ami Kay. Viens donc te mettre sous mes fourrures de peau d'ours. » Elle le prit, le plaça à côté d'elle, rabattit sur lui son manteau. Elle avait beau parler de ses peaux d'ours, Kay crut s'enfoncer dans une masse de neige. « As-tu encore froid ?» dit-elle. Elle l'embrassa sur le front. Le baiser était plus froid que glace et lui pénétra jusqu'au cœur qui était déjà à moitié glacé. Il se sentit sur le point de rendre l'âme, mais ce ne fut que la sensation d'un instant. Il se trouva ensuite tout réconforté et n'éprouva plus aucun frisson. « Mon traîneau » dit-il. « N'oublie pas mon traîneau » C'est à quoi il avait pensé d'abord en revenant à lui. Une des poules blanches qui voltigeaient dans l'air fut attelée au traîneau de l'enfant. Elle suivit sans peine le grand traîneau qui continuait sa course. La Reine des Neiges donna à Kay un second baiser. Il n'eut plus alors le moindre souvenir pour la petite Gerda, pour la grand-mère, ni pour les siens. « Maintenant, je ne t'embrasserai plus, dit-elle, car un nouveau baiser, ce serait ta mort. » Kay la regarda en face. L'éclatante souveraine, qu'elle était belle. On ne pouvait imaginer un visage plus gracieux et plus séduisant. Elle ne lui parut plus formée de glace comme la première fois qu'il l'avait vue devant la fenêtre de la mansarde et qu'elle lui avait fait un signe amical. Elle ne lui inspirait aucune crainte. Il lui raconta qu'il connaissait le calcul de tête, et même par fraction, et qu'il savait le nombre juste des habitants et des lieues carrées du pays. La reine souriait en écoutant. Kay se dit que ce n'était peut-être pas assez de ses connaissances dont il était si fier. Il regarda dans le vaste espace désert. Il se vit emporter avec elle vers les nuages noirs. La tempête sifflait, hurlait. C'était une mélodie sauvage, comme celle des antiques chants de combat. Ils passèrent par-dessus les bois, les lacs, la mer et les 2 continents. Ils entendirent au-dessous d'eux hurler les loups, souffler les ouragans, rouler les avalanches. Au-dessus volaient les corneilles aux cris discordants. Mais plus loin brillait la lune dans sa splendide clarté. Kay admirait les beautés de la longue nuit d'hiver. Le jour venu, il s'endormit aux pieds de la Reine des Neiges. Et si toi aussi, tu t'envolais dans ce traîneau, si tu survolais l'hiver en contrebas, les tornades, la neige, les sommets enneigés, mais loin d'emporter la tristesse et le froid, si tu emportais un cœur chaud et un esprit calme, et considérais juste cela comme une possibilité de t'élever au-dessus de la laideur des soucis pour contempler dans sa plus tendre beauté la terre en hiver et les océans et les montagnes. Comme il est facile, porté par la beauté du texte, de laisser ces images fleurir en toi, se développer, et construire ce plaisir de la vitesse, ce plaisir du beau, cet enchantement que l'on a à contempler l'hiver, les fleurs de neige, la beauté qui surtout se dépose et enchante le regard. Et pendant que tu vas pouvoir continuer cette rêverie, laisse-moi te raconter la suite de l'histoire. 3e histoire.
le jardin de la femme qui savait faire des enchantements. Que devint la petite Gerda lorsqu'elle ne vit pas revenir son camarade Kay? Où pouvait-il être resté? Personne n'en savait rien. Personne n'avait vu par où il était passé. Un gamin seulement raconta qu'il avait vu attacher son traîneau à un autre, un très grand, qui était sorti de la ville. Personne depuis ne l'avait aperçu. Bien des larmes furent versées à cause de lui. La petite Gerda pleura plus que tous. « Il est mort, » disait-elle. « Il se sera noyé dans la rivière qui coule près de l'école. » Et elle recommençait à sangloter. Oh, que les journées d'hiver lui semblèrent longues et sombres. Mais tu n'as pas, toi, qui écoutes ce texte, à ressentir sa tristesse. Car tu sais que le froid de l'hiver sert à anticiper l'heureuse arrivée du printemps. Tu sais que les deux héros se retrouveront, tu sais qu'ils triompheront. Et tu sais que tu peux, à chaque moment de ta vie, et au cours de ces hypnoses, d'ailleurs plus tu les répéteras et plus elles deviendront précises et puissantes en toi, tu sais que tu peux prendre la bonne distance face aux choses, les partager quand elles sont joyeuses, et les regarder à plus forte distance quand elles le sont moins, pour te préserver. Cela ne t'empêche pas d'être sensible, mais cela rend la vie plus douce. Alors, comme dans chaque chose, plutôt que d'en voir le mal, voyons plutôt la beauté des sentiments de la petite Gerda, sa sincérité, la sincérité de ses sentiments qui vont nourrir une action grandiose et tout changer. Et elle recommençait à sangloter. Oh, que les journées d'hiver lui semblèrent longues et sombres. Enfin le printemps revint, ramenant le soleil et la joie, mais Gerda ne se consolait point. « Kay est mort, » disait-elle encore. « Il est parti pour toujours. »« Je ne crois pas, » répondit le rayon de soleil. « Il est mort, je ne le verrai plus, » dit-elle aux hirondelles. « Nous n'en croyons rien, » répliquèrent celles-ci. À la fin, Gerda elle-même ne le crut plus. « Je vais mettre mes souliers rouges tout neufs, » se dit-elle un matin, ce que Kay n'a jamais vu, et j'irai trouver la rivière et lui demander si elle sait ce qu'il est devenu. Il était de très bonne heure. Elle donna un baiser à la vieille grand-mère qui dormait encore, et elle mit ses souliers rouges. Puis elle partit toute seule, passa la porte de la ville et arriva au bord de la rivière. « Est-il vrai, » lui dit-elle, « que tu m'as pris mon ami Kay? Je veux bien te donner mes jolis souliers de maroquin rouge si tu veux me le rendre. » Et il lui parut que les vagues lui répondaient par un balancement singulier. Elle prit ses beaux souliers qu'elle aimait par-dessus tout et les lança dans l'eau. Mais elle n'était pas bien forte, la petite Gerda. Ils tombèrent près de la rive et les petites vagues les repoussèrent à terre. Elle aurait pu voir par là que la rivière ne voulait pas garder ce présent parce qu'elle n'avait pas le petit Kay à lui rendre en échange. Elle aurait pu voir par là que la rivière ne voulait pas garder ce présent parce qu'elle n'avait pas le petit Kay à lui rendre en échange. Mais Gerda crut qu'elle n'avait pas jeté les souliers assez loin du bord. Elle s'avisa donc de monter sur un bateau qui se trouvait là au milieu des joncs. Elle alla jusqu'à l'extrême bout du bateau et, de là, lança de nouveau ses souliers à l'eau. La barque n'était pas attachée au rivage. Par le mouvement que lui imprima Gerda, elle s'éloigna du bord. La fillette s'en aperçut et courut pour sauter dehors, mais lorsqu'elle revint à l'autre bout, il y avait déjà la distance de 3 pieds entre la terre et le bateau. Le bateau se mit à descendre la rivière. Gerda, saisie de frayeur, commença à pleurer. Personne ne l'entendit excepté les moineaux, mais ils ne pouvaient pas la rapporter à terre. Cependant, comme pour la consoler, ils volaient le long de la rive et criaient « Erevi, Erevi !» La nacelle suivait toujours le cours de l'eau. Gerda avait cessé de pleurer et se tenait tranquille. Elle n'avait aux pieds que ses bas. Les petits souliers rouges flottaient aussi sur la rivière, mais ils ne pouvaient plus atteindre la barque qui glissait plus vite qu'eux. Sur les 2 rives poussaient de vieux arbres, de belles fleurs, du gazon touffu, où paissaient des moutons. C'était un beau spectacle. Et j'aimerais que lui aussi grandisse en toi. Qu'y a-t-il de plus doux et d'hypnotique que de se laisser porter par un bateau,
par une gentille rivière et avancer à un rythme lent, à un rythme suffisamment lent pour pouvoir vraiment contempler le spectacle de la nature et de la beauté. Un rythme suffisamment lent aussi pour que il te berce, toujours plus vers le sommeil de l'hypnose, et ton corps n'en est pas dupe, lui qui, s'endort gentiment, progressivement, à mesure que l'hypnose et l'histoire progressent. Mais on n'apercevait pas un être humain. Peut-être, pensa Gerda, la rivière me mène-t-elle auprès du petit quai? Cette pensée dissipa son chagrin. Elle se leva et regarda longtemps le beau paysage verdoyant. Elle arriva enfin devant un grand verger tout planté de cerisiers. Il y avait là une étrange maisonnette, dont les fenêtres avaient des carreaux rouges, bleus et jaunes, et dont le toit était de chaume. Sur le seuil se tenaient 2 soldats de bois qui présentaient les armes aux gens qui passaient. Gerda les appela à son secours. Elle les croyait vivants. Naturellement, ils ne bougèrent pas. Cependant, la barque approchait de la terre. Gerda cria plus fort. Alors sortit de la maisonnette une vieille femme qui s'appuyait sur une béquille. Elle avait sur la tête un grand chapeau de paille enguirlandé des plus belles fleurs. « Pauvre petite, dit-elle, comment es-tu arrivée ainsi sur le grand fleuve rapide? Comment as-tu été entraînée si loin à travers le monde ?» Et la bonne vieille entra dans l'eau. Avec sa béquille, elle atteignit la barque, la tira sur le bord et enleva la petite Gerda. L'enfant, lorsqu'elle eut de nouveau les pieds sur la terre, se réjouit fort. Toutefois, elle avait quelque frayeur de l'étrange vieille femme. « Raconte-moi, dit celle-ci, qui tu es et d'où tu viens. » Gerda lui fit le récit de tout ce qui lui était arrivé. La vieille secouait la tête et disait « Lorsque la fillette eut terminé son récit, elle demanda à la vieille si elle n'avait pas aperçu le petit quai. La vieille répondit qu'il n'avait point passé devant sa maison, mais ne tarderait sans doute pas à venir. Elle exhorta Gerda à ne plus se désoler, et l'engagea à goûter ses cerises et à admirer ses fleurs. « Elles sont plus belles, ajouta-t-elle, que toutes celles qui sont dans les livres d'images, et de plus j'ai appris à chacune d'elles à raconter une histoire. » Elle prit l'enfant par la main et la conduisit dans la maisonnette dont elle ferma la porte. Les fenêtres étaient très élevées au-dessus du sol. Les carreaux de vitre étaient, avons-nous dit, rouges, bleus et jaunes. La lumière du jour, passant à travers ces carreaux, colorait tous les objets d'une bizarre façon. Sur la table se trouvaient de magnifiques cerises, et Gerda en mangea autant qu'elle voulut. Elle en avait la permission. Pendant qu'elle mangeait des cerises, la vieille lui lissa les cheveux avec un peigne d'or et en forma de jolies boucles qui entourèrent comme d'une auréole le gentil visage de la fillette, frais minois tout rond et semblable à un bouton de rose. « J'ai longtemps désiré, dit la vieille, avoir auprès de moi une aimable enfant comme toi. Tu verras comme nous ferons bon ménage ensemble. » Pendant qu'elle peignait ainsi les cheveux de Gerda, celle-ci oubliait de plus en plus son petit ami Kay. C'est que la vieille était une magicienne, mais ce n'était pas une magicienne méchante. Elle ne faisait des enchantements que pour se distraire un peu. Elle aimait la petite Gerda et désirait la garder auprès d'elle. C'est pourquoi elle alla au jardin et toucha de sa béquille tous les rosiers. Et tous, même ceux qui étaient pleins de vie, couverts des plus belles fleurs, disparurent sous terre. On n'en vit plus trace. La vieille craignait que si Gerda apercevait des roses, elle ne lui rappelât celles qui étaient dans la caisse de la mansarde. Alors l'enfant se souviendrait de Kay, son ami, et se sauverait à sa recherche. Quand elle eut pris cette précaution, elle mena la petite dans le jardin. Ce jardin était splendide. Quel parfum délicieux on y respirait. Les fleurs de toute saison y brillaient du plus vif éclat. Jamais en effet, dans aucun livre d'images, on n'en avait pu voir de pareil. Gerda sautait de joie. Elle courut à travers les parterres jusqu'à ce que le soleil se fût couché derrière les cerisiers. Toi aussi, laisse en toi grandir un jardin. C'est toujours l'image d'un paradis, un jardin. Vrai ou faux, peu importe. C'est un moment de beauté suspendu, c'est le présent cultivé jusqu'au bout. Et là, dans ce jardin, toutes les fleurs
sont parfaitement belles et jamais ne fanent. Tous les arbres sont chargés de fruits, cerises, pommes ou autres. Et une odeur merveilleuse, une odeur de magie règne sur cet endroit. Et quel que soit le moment où dans ton esprit vit ce jardin, la lumière du soleil le fait vibrer d'une manière différente et lui apporte encore davantage de beauté. La vieille la ramena alors dans la maisonnette. Elle la coucha dans un joli petit lit au coussin de soie rouge brodé de violettes. Gerda s'endormit et fit des rêves aussi beaux qu'une reine le jour de son mariage. Le lendemain, elle retourna jouer au milieu des fleurs, dans les chauds rayons du soleil. Ainsi se passèrent bien des jours. Gerda connaissait maintenant toutes les fleurs du jardin. Il y en avait des centaines, mais il lui semblait parfois qu'il en manquait une sorte. Laquelle? Elle ne savait. Voilà qu'un jour, elle regarde le grand chapeau de la vieille avec la guirlande de fleurs. Parmi elles, la plus belle était une rose. La vieille avait oublié de l'enlever. On pense rarement à tout. « Quoi ?» s'écria aussitôt Gerda. « N'y aurait-il pas de rose ici? Cherchons. » Elle se mit à parcourir tous les parterres. Elle eut beau fureter partout, elle ne trouva rien. Elle se jeta par terre en pleurant à chaudes larmes. Ces larmes tombèrent justement à l'endroit où se trouvait un des rosiers que la vieille avait fait rentrer sous terre. Lorsque la terre eut été arrosée de ces larmes, l'arbuste en surgit tout à coup, aussi magnifiquement fleuri qu'au moment où il avait disparu. À cette vue, Gerda ne se contint pas de joie. Elle baisait chacune des roses l'une après l'autre, puis elle pensa à celle qu'elle avait laissée devant la fenêtre de la mansarde, et alors elle se souvint du petit quai. « Dieu, dit-elle, que de temps on m'a fait perdre ici, moi qui étais partie pour chercher Kay, mon compagnon. Ne savez-vous pas où il pourrait être? Demanda-t-elle aux roses. Croyez-vous qu'il soit mort? Non, il ne l'est pas, répondirent-elles. Nous venons de demeurer sous terre, là sont tous les morts, et lui ne s'y trouvait pas. Merci, grand merci, dit Gerda. Elle courut vers les autres fleurs, s'arrêtant près de chacune, prenant dans ses mains mignonnes leur calice. Elle leur demanda, ne savez-vous pas ce qu'est devenu le petit quai? Les fleurs lui répondirent. Gerda entendit les histoires qu'elle savait raconter, mais c'étaient des rêveries. Quant au petit quai, aucune ne le connaissait. Que disait donc le lys rouge? Entends-tu le tambour, boum boum? Toujours ces deux sons, toujours boum boum. Entends-tu le chant plaintif des femmes, les prêtres qui donnent des ordres, revêtus de son grand manteau rouge? La veuve de l'hindou est sur le bûcher. Les flammes commencent à s'élever autour d'elle et du corps de son mari. La veuve n'y fait pas attention, elle pense à celui dont les yeux jetaient une lumière plus vive que ces flammes, à celui dont les regards avaient allumé dans son cœur un incendie plus fort que celui qui va réduire son corps en cendres. Crois-tu que la flamme de l'âme puisse périr dans les flammes du bûcher? Comment veux-tu que je sache? Dit la petite Gerda. Mon histoire est terminée, dit le lys rouge. Que raconta le liseron? Sur la pente de la montagne est suspendu un vieux donjon. Le lierre pousse partout feu épaisse, autour des murs et grimpe jusqu'au balcon. Là se tient debout une jeune fille. Elle se penche au-dessus de la balustrade et regarde le long de l'étroit sentier. Quelle fleur dans ces ruines! La rose n'est pas plus fraîche et ne prend point avec plus de grâce à sa tige. La fleur du pommier n'est pas plus légère et plus aérienne. Quel doux froufrou font ses vêtements de soie. Ne vient-il donc pas? Murmure-t-elle. Est-ce de Kay que tu parles? Demanda la petite Gerda. Non, il ne figure pas dans mon conte, répondit le liseron. Que dit la petite personnage? Entre les branches, une planche est suspendue par des cordes. C'est une escarpolette. Deux gentilles fillettes s'y balancent. Leurs vêtements sont blancs comme la neige. À leur chapeau flottent de longs rubans verts. Leur frère, qui est plus grand, fait aller l'escarpolette. Il a ses bras passés dans les cordes pour se tenir. Une petite coupe dans une main, un chalumeau dans l'autre. Il souffle des bulles de savon et tandis que la balançoire vole, les bulles aux couleurs changeantes montent dans l'air. Et voici une, au bout de la paille, elle s'agite au gré du vent. Le petit chien noir accourt et se dresse sur les pattes de derrière. Il voudrait aller aussi sur la balançoire, mais elle ne s'arrête pas.
Il se fâche, il aboie, les enfants le taquinent et, pendant ce temps, les jolies bulles crèvent et s'évanouissent. « C'est gentil ce que tu comptes là, » dit Gerda à la personnage. « Mais pourquoi ton accent est-il si triste? Et le petit quai, tu ne sais rien de lui non plus ?» La personnage resta silencieuse. Que racontent les hyacinthes? Il y avait 3 jolies sœurs habillées de gaze, l'une en rouge, l'autre en bleu, la dernière en blanc. Elles dansaient en rond à la clarté de la lune sur la rive du lac. Ce n'étaient pas des elfes, c'étaient des enfants, des hommes. L'air était rempli de parfums enivrants. Les jeunes filles disparurent dans les bois. Qu'arriva-t-il? Quel malheur les frappa? Voyez cette barque qui glisse sur le lac. Elle porte 3 cercueils où les corps des jeunes filles sont enfermés. Elles sont mortes. La cloche du soir sonne le glas funèbre. « Sombre Hyacinthe, interrompit Gerda, votre histoire est trop lugubre. Elle achève de m'attrister. Dites-moi, mon ami Quai est-il mort comme vos jeunes filles? Les roses disent que non, et vous, qu'en dites-vous? »« Cling-clang, » répondirent les hyacinthes. Le glas ne sonne pas pour le petit Quai. Nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson, nous n'en savons point d'autre. Gerda interrogea la dent de lion qu'elle voyait s'épanouir dans l'herbe verte. « Tu brilles comme un petit soleil, lui dit-elle. Sais-tu où je pourrais trouver mon camarade de jeu ?» La dent de lion brillait en effet sur le gazon. Elle entonnait une chanson, mais il n'y était pas question de quai. Dans la petite cour, dit-elle, un des premiers jours du printemps, le soleil du bon Dieu dardait ses doux rayons sur les blanches murailles, au pied desquelles se montrait la première fleur jaune de l'année, reluisante comme une pièce d'or. La vieille grand-mère était assise dans un fauteuil. Sa petite-fille accourut et embrassa la grand-mère. Ce n'était qu'une pauvre petite servante. Eh bien, son baiser valait seul plus que tous les trésors du monde parce que elle y avait mis tout son cœur. Mon histoire est finie. Je n'en ai pas appris davantage. Pauvre grand-mère, soupira Gerda. Elle me cherche, elle s'afflige à cause de moi, comme je le faisais pour le petit Quai. Je serai bientôt de retour et je le ramènerai. Laissons maintenant ces fleurs, les égoïstes. Elles ne sont occupées que d'elles-mêmes. Sur ce, elle retrousse sa petite robe pour pouvoir marcher plus vite. Elle court jusqu'au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle pousse de toutes ses forces le verrou et le fait sortir du crampon. La porte s'ouvre et la petite se précipite pieds nus à travers le vaste monde. 3 fois, elle s'arrête dans sa course pour regarder en arrière. Personne ne la poursuivait. Quand elle fut bien fatiguée, elle s'assit sur une grosse pierre. Elle jeta les yeux autour d'elle et s'aperçut que l'été était passé et qu'on était à la fin de l'automne. Dans le beau jardin, elle ne s'était pas rendu compte de la fuite du temps. Le soleil y brillait toujours du même éclat et toutes les saisons y étaient confondues. « Que je me suis attardée, se dit-elle. Comment? Nous voici déjà en automne. Marchons vite, je n'ai plus le temps de me reposer. Et pourtant si, pour toi, c'est le temps du repos. » Et l'esprit déjà chargé, j'allais dire presque épris des merveilleuses images du conte d'Anderson. Le corps, lui, s'endort toujours davantage, paisible. Et c'est dans l'automne des pensées, avant le sommeil de l'hiver, le sommeil de la nuit, qu'il trouve le réconfort du repos. Tu entres toujours plus en transe, tout simplement. Elle se leva pour reprendre sa course, mais ses petits membres étaient roidis par la fatigue et ses petits pieds meurtris. Le temps d'ailleurs n'était pas encourageant. Le paysage était dépourvu d'attrait. Le ciel était terne et froid. Les saules avaient encore des feuilles, mais elles étaient jaunes et tombaient l'une après l'autre. Il n'y avait plus de fruits aux arbres, excepté les prunelles qu'on y voyait encore. Elles étaient âpres et amères. La bouche en y touchant se contractait. Que le monde avait un triste aspect, que tout y semblait gris, morne et maussade. 4e histoire, Prince et Princesse. Bientôt, Gerda dut s'arrêter de nouveau. Elle n'avait plus la force d'avancer. Pendant qu'elle se reposait un peu, une grosse corneille perchée sur un arbre en face d'elle la considérait curieusement. La corneille agita la tête de droite et de gauche et cria « Crac, crac, tac, tac ». C'est à peu près ainsi qu'on dit bonjour en ce pays, mais la brave bête avait un mauvais accent. Si elle prononçait mal, elle n'en était pas moins bienveillante pour la petite fille.
et elle lui demanda où elle allait ainsi toute seule à travers le vaste monde. Gerda ne comprit guère que le mot « toute seule ». Mais elle en connaissait la valeur par expérience et se rendit compte de la question de la corneille. Elle lui fit le récit de ses aventures et finit par lui demander si elle n'avait pas vu le petit quai. L'oiseau, branlant la tête d'un air grave, répondit « Cela pourrait être, cela pourrait. »« Comment, tu crois l'avoir vu ?» s'écria Gerda, transportée de joie. Elle serra dans ses bras l'oiseau qui s'était approché d'elle. Elle l'embrassa si fort qu'elle faillit l'étouffer. « Un peu de raison, un peu de calme, » dit la corneille. « Je crois, c'est-à-dire, je suppose, cela pourrait être, oui, il est possible que ce soit le petit quai. Je ne dis rien de plus, mais en tout cas, il t'aura oublié car il ne pense plus qu'à sa princesse. Mais en tout cas, il t'aura oublié car il ne pense plus qu'à sa princesse. »« Une princesse ?» reprit Gerda. « Il demeure chez une princesse ?»« Oui, voici la chose, » dit la corneille, « mais il m'est pénible de parler ta langue. Ne connais-tu pas celle des corneilles ?»« Non, je ne l'ai pas apprise, » dit Gerda. « Grand-mère la savait. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas enseignée ?»« Cela ne fait rien, » reprit la corneille. « Je tâcherai de faire le moins de fautes possible, mais il faudra m'excuser si, comme je le crains, je pêche contre la grammaire. » Et elle se mit à compter ce qui suit. Et ton esprit inconscient, endormi d'hypnose, peut t'en raconter, t'en faire vivre les images. Dans le royaume où nous trouvons règne une princesse qui a de l'esprit comme un ange. C'est qu'elle a lu toutes les gazettes qui s'impriment dans l'univers, et surtout qu'elle a eu la sagesse d'oublier tout ce qu'elle y a lu. Dernièrement, elle était assise sur son trône, et par parenthèse, il paraît qu'être assis sur un trône n'est pas aussi agréable qu'on le croit communément, et ne suffit pas au bonheur. Pour se distraire, elle se mit à chanter une chanson. La chanson était par hasard celle qui a pour refrain « Pourquoi donc ne me marierais-je pas ?» Mais en effet, se dit la princesse, pourquoi ne me marierais-je pas? Seulement il lui fallait un mari qui sût parler, causer, lui donner la réplique. Elle ne voulait pas de ces individus graves et prétentieux, ennuyeux et solennels. Au son du tambour, elle convoqua ses dames d'honneur et leur fit part de l'idée qui lui était venue. « C'est charmant, » lui dirent-elles toutes. « C'est ce que nous disons tous les jours. Pourquoi la princesse ne se marie-t-elle pas ?»« Tu peux être certaine, » ajouta ici la corneille, « que tout ce que je raconte est absolument exact. Je tiens le tout de mon fiancé qui se promène partout dans le palais. » Ce fiancé était naturellement une corneille apprivoisée, car les corneilles n'épousent que les corneilles. Bien, reprenons notre récit. Donc, continua la corneille, les journaux du pays, bordés pour la circonstance d'une guirlande de cœurs enflammés, entremêlés du chiffre de la princesse, annoncèrent que tous les jeunes gens d'une taille bien précise et d'une jolie figure pourraient se présenter au palais et venir deviser avec la princesse. Celui d'entre eux qui causerait le mieux et montrerait l'esprit le plus aisé et le plus naturel deviendrait l'époux de la princesse. « Oui, dit la corneille, tu peux me croire, c'est comme cela que les choses se passèrent. Je n'invente rien, aussi vrai que nous sommes ici l'une à côté de l'autre. » Les jeunes gens accoururent par centaines, mais ils se faisaient renvoyer l'un après l'autre. Aussi longtemps qu'ils étaient dans la rue hors du palais, ils babillaient comme des pies. Une fois entrés par la grande porte, entre la double haie des gardes chamarrés d'argent, ils perdaient leur assurance. Et quand les laquais, dont les habits étaient galonnés d'or, les conduisaient par l'escalier monumental dans les vastes salons, éclairés par des lustres nombreux, les pauvres garçons sentaient leurs idées s'embrouiller. Arrivés devant le trône où siégeait majestueusement la princesse, ils ne savaient plus rien dire. Ils répétaient piteusement le dernier mot de ce que la princesse leur disait et ils balbutiaient. Ce n'était pas du tout l'affaire de la princesse. On aurait dit que ces malheureux jeunes gens étaient tous ensorcelés et qu'un charme leur liait la langue. Une fois sortis du palais et de retour dans la rue, ils recouvraient l'usage de la parole et jasaient de plus belle. Ce fut ainsi le premier et le second jour. Plus on en y conduisait, plus il en venait. On eût dit qu'il en sortait de terre, tant l'affluence était grande. C'était une file depuis les portes de la ville jusqu'au palais. Je l'ai vu de mes yeux, répéta la corneille. Ceux qui attendaient leur tour dans la rue eurent le temps d'avoir faim et soif. Les plus avisés avaient apporté des provisions. Ils se gardaient bien de les partager avec leurs voisins. Que leur langue se dessèche, pensait-il. Comme cela, ils ne pourront pas dire un mot à la princesse. « Mais quai, le petit quai, demanda Gerda. Quand parut-il? Était-il parmi la foule ?»«
Attends donc, reprit la corneille. Tu es trop impatiente. Nous arrivons justement à lui. Le 3e jour, on vit s'avancer un petit bonhomme qui marchait à pied. Beaucoup d'autres venaient à cheval ou en voiture et faisaient les beaux seigneurs. Il se dirigea d'un air gai vers le palais. Ses yeux brillaient comme les tiens, il avait de beaux cheveux longs, mais ses habits étaient assez pauvres. « Oh, c'était Kay, bien sûr !» s'écria Gerda. « Je l'ai donc retrouvé. » Il portait sur son dos une petite valise. Oui, c'était son traîneau avec lequel il partit à la Grand Place. « Cela peut bien être, » dit la corneille. « Je n'ai pas vu de près. Ce que je sais par mon fiancé, qui est incapable d'altérer la vérité, c'est qu'ayant atteint la porte du château, il ne fut nullement intimidé par les Suisses, ni par les gardes aux uniformes brodés d'argent, ni par les laquais tout galonnés d'or. Lorsqu'on voulut le faire attendre au bas de l'escalier, il dit « Merci, c'est trop ennuyeux de faire le pied de grue. » Il monta sans plus attendre et pénétra dans les salons illuminés de centaines de lustres. Il n'en fut pas ébloui. Là, il vit les ministres et les excellences qui, chaussés de pantoufles pour ne faire pas de bruit, encensaient le trône. Les bottes du jeune intrus craquaient affreusement. Tout le monde le regardait avec indignation. Il n'avait pas seulement l'air de s'en apercevoir. « C'était certainement Kay, » dit Gerda. « Je sais qu'au moment où il disparut, on venait justement de lui acheter des bottes neuves. Je les ai entendues craquer, le jour même où il partit. »« Oui, elle faisait un bruit diabolique, » poursuivit la corneille. Lui, comme si de rien n'était, marcha bravement vers la princesse, qui était assise sur une perle énorme, grosse comme un coussin. Elle était entourée de ces dames d'honneur qui avaient avec elle leur suivante. Les chevaliers d'honneur faisaient cercle également. Derrière eux se tenaient leurs domestiques, accompagnés de leurs grooms. C'étaient ces premiers qui avaient l'air les plus imposants et plus rébarbatifs. Le jeune homme ne fit même pas attention à eux. « Ce devait pourtant être terrible que de s'avancer au milieu de tout ce beau monde, » dit Gerda. « Mais finalement, Kay a donc épousé la princesse ? » « Ma foi, si je n'étais pas une corneille, c'est moi qui l'aurais pris pour mari. Il parla aussi spirituellement que je puis le faire quand je parle la langue des corneilles. Mon fiancé m'a raconté comment l'entrevue se passa. Le nouveau venu fut gai, aimable, gracieux. Il était d'autant plus à l'aise qu'il n'était pas venu dans l'intention d'épouser la princesse, mais pour vérifier seulement si elle avait autant d'esprit qu'on le disait. Il la trouva charmante, et elle le trouva à son goût. « Plus de doute, dit Gerda, c'était Kay. Il savait tant de choses, même calculer de tête avec des fractions. Écoute, ne pourrais-tu pas m'introduire au palais ?»« Comme tu y vas, reprit la corneille. Ce que tu me demandes, là, n'est pas facile. Cependant, je veux bien en aller causer avec mon fiancé. Il trouvera peut-être un moyen de t'introduire, mais, je te le répète, jamais une petite fille comme toi et sans souliers n'est entrée dans les beaux appartements du palais. »« C'est égal, dit Gerda. Quand Kay saura que je suis là, il accourra à l'instant me chercher. »« Eh bien, allons, dit la corneille. Le château n'est pas loin. Tu m'attendras à la grille. » Elle fit signe à l'enfant, un signe de tête, et s'envola. Elle ne revint que le soir assez tard. « Rare, dit-elle. Bien des compliments pour toi de la part de mon bon ami. Il t'envoie le petit pain que voici. Il l'a pris à l'office où il y a tant et tant de pain, parce qu'il a pensé que tu dois avoir faim. Quant à entrer au palais, il ne faut pas y penser. Tu n'as pas de souliers, les gardes chamarrés d'argent, les laquais vêtus de brocart ne le souffriraient pas. C'est impossible. Mais ne pleure pas. Tu y entreras tout de même. Mon bon ami, qui est capable de tout pour m'obliger, connaît un escalier dérobé par où l'on arrive à la chambre nuptiale, et il sait où en trouver la clé. » La corneille conduisit l'enfant dans le parc par la grande allée, et de même que les feuilles des arbres tombaient l'une après l'autre, de même sur la façade du palais des lumières s'éteignirent l'une après l'autre. Lorsqu'il fit tout à fait sombre, la corneille mena Gerda à une porte basse qui était entrebâillée. Oh, que le cœur de la fillette palpitait d'angoisse et de désir impatient. Elle s'avançait dans l'ombre furtivement. Si on l'avait vue, on aurait supposé qu'elle allait commettre quelque méfait, et cependant, elle n'avait d'autre intention que de s'assurer si le petit Kay était bien là. Elle n'en doutait presque plus. Le signalement donné par la corneille ne lui paraissait pas applicable à un autre. Les yeux vifs et intelligents, les beaux cheveux longs, la langue déliée et bien pendue, comme on dit, tout lui désignait le petit Kay. Elle le voyait déjà devant elle. Elle se le représentait, lui souriant, comme lorsqu'ils étaient assis côte à côte sous les rosiers de la mansarde. « Comme il va se réjouir de me revoir, pensait-elle.
Comme il sera curieux d'apprendre le long chemin que j'ai fait à cause de lui, et qu'il sera touché de savoir la désolation qui a régné chez lui et chez nous lorsque on ne l'a pas vu revenir. » Elles montèrent l'escalier. En haut se trouvait une petite lampe allumée sur un meuble. La corneille apprivoisée était sur le sol, sautillant et tournant coquettement la tête de côté et d'autre. Gerda, s'inclinant, lui fit une belle révérence, comme sa grand-mère lui avait appris à le faire. « Ma fiancée me dit beaucoup de bien de vous, ma petite demoiselle, » dit la corneille. « Vos malheurs m'ont ému, et j'ai promis de vous venir en aide. Maintenant, voulez-vous prendre la lampe? Je vous montrerai le chemin. N'ayez pas peur, nous ne rencontrerons personne. »« Il me semble, » dit Gerda, « qu'il vient quelqu'un derrière nous. » On voyait en effet se dessiner sur la muraille des ombres de chevaux en crinière flottante, aux jambes maigres, tout en équipage de chasse, des cavaliers et des dames sur des chevaux galopants. « Ce sont des fantômes, » dit la corneille. « Ils viennent chercher les pensées de leurs altesses pour les mener à la chasse folle des rêves. Cela n'en vaut que mieux pour vous. Le prince et la princesse se réveilleront moins aisément et vous aurez le temps de les mieux considérer. Je n'ai pas besoin de vous dire que, si vous arrivez aux honneurs et aux dignités, nous espérons que vous vous montrerez reconnaissante envers nous. » « Cela s'entend de soi ?»« Cela s'entend de soi, » dit la corneille rustique. On voyait bien par ces mots qu'elle n'était guère civilisée et n'avait pas l'expérience des cours. Elles arrivèrent dans une première salle, dont les murs étaient tendus de satin rose brodé de fleurs. Les rêves y passèrent, s'en revenant au galop, mais si vite que Gerda n'eut pas le temps de voir les pensées de leurs altesses qu'ils emmenaient. Puis elles entrèrent dans une autre salle, puis dans une troisième, l'une plus magnifique que l'autre. Oui, certes, il y avait de quoi perdre sa présence d'esprit en voyant ce luxe prodigieux, mais Gerda y arrêtait à peine les yeux et ne pensait qu'à revoir Kay, son compagnon. Et voici enfin dans la chambre à coucher. Le plafond en cristal formait une large couronne de feuilles de palmier. Au milieu s'élevait une grosse tige d'or massif qui portait 2 lits semblables à des fleurs de lys, l'un blanc où reposait la princesse, l'autre couleur de feu où reposait le prince. Gerda s'en approcha, sûre d'y trouver son ami. Elle releva une des feuilles jaune-rouge qu'on rabaissait le soir. Elle vit la nuque du dormeur dont les bras cachaient le visage. Elle crut reconnaître cette nuque légèrement brune, et elle appela Kay par son nom, tenant la lampe en avant pour qu'il la vît en ouvrant les yeux. Les fantômes du rêve arrivèrent au triple galop, ramenant l'esprit du jeune prince. Il s'éveilla, tourna la tête. Ce n'était pas le petit Kay. Il ne ressemblait que par la nuque. Le prince ne laissait pourtant pas d'être un joli garçon. Voilà que la princesse avança sa gentille figure sous les feuilles de lys blanches et demanda qui était là. La petite Gerda, sanglotant, resta un moment sans répondre. Ensuite elle raconta toute son histoire, et ne mit pas de dire notamment combien les corneilles avaient été complaisantes pour elle. « Pauvre petite !» firent le prince et la princesse attendris. Et ils complimentèrent les 2 braves bêtes, les assurèrent qu'ils n'étaient pas fâchés de ce qu'elles avaient fait contre toutes les règles de l'étiquette, mais leur disant qu'elles ne devaient pas recommencer. Ils leur promirent même une récompense. « Voulez-vous un vieux clocher où vous habiterez toute seule, ou préférez-vous être élevée à la dignité de corneille de la chambre, qui vous donnera droit sur tous les restes de la table ?» Les corneilles s'inclinèrent en signe de reconnaissance et demandèrent à être attachées au palais. « Dans notre race, dirent-elles, la vieillesse dure longtemps, et par ce moyen nous serons sûrs d'avoir de quoi vivre dans nos vieux jours. » Le prince sortit de son lit et y laissa reposer Gerda. C'est tout ce qu'il pouvait faire pour elle. L'enfant joignit ses petites mains. « Dieu, murmura-t-elle avec gratitude, que les hommes et les bêtes ont de la bonté pour moi. » Puis elle ferma les yeux et s'endormit. Les rêves accoururent vers elle. Ils avaient la figure d'ange du bon Dieu. Ils poussaient un petit traîneau où était assis Kay, qui la regardait en souriant. Mais quand elle s'éveilla, tout avait disparu. Et pour toi, il est temps de t'endormir plus avant, de te laisser simplement porter par le mouvement de torpeur qui entraîne ton corps vers les rêves de la nuit, et de laisser, ainsi qu'une lanterne magique, simplement les images de ce conte éclairer les futurs rêves de ta nuit. Le lendemain, on l'habilla de la tête aux pieds de velours et de soie. La princesse lui proposa de rester au château pour y passer sa vie au milieu des fêtes. Gerda n'eut garde d'accepter.
Elle demanda une petite voiture avec un cheval et une paire de bottines pour reprendre son voyage à travers le monde à la recherche de Kay. Elle reçut de jolies bottines et de plus un manchon. Lorsqu'elle fut au moment de partir, elle trouva dans la cour un carrosse neuf, tout en or, armorié aux armes du prince et de la princesse. Les coussins étaient rembourrés de biscuits, la caisse était remplie de fruits et de pain d'épices. Le cocher, le groom et le piqueur, car il y avait aussi un piqueur, avaient des costumes brodés d'or et une couronne d'or sur la tête. La princesse et le prince aidèrent eux-mêmes Gerda à monter en voiture et lui souhaitèrent tout le bonheur possible. La Corneille des Bois, qui avait épousé son fiancé, l'accompagna et se plaça au fond de la voiture, car cela l'incommodait d'aller à reculons. La Corneille apprivoisée s'excusa de ne point faire la conduite à Gerda. Elle ne se trouvait pas bien disposée. Depuis qu'elle avait droit à toutes les miettes de la table, elle avait l'estomac dérangé. Mais elle vint à la portière de la voiture et battit des ailes lorsque l'équipage partit. « Adieu, adieu mignonne !» dirent le prince et la princesse, et la petite Gerda pleurait et la Corneille pleurait. Bientôt, on eut fait 3 lieues. Alors la Corneille des Bois prit aussi congé. Comme elle était une simple campagnarde, elle s'était vite attachée de cœur à la petite, et cela lui faisait grand-peine de la quitter. Elle vola sur un arbre, et là, elle battit des ailes aussi longtemps qu'elle put apercevoir le carrosse qui brillait comme un vrai soleil. 5e histoire, la petite fille des brigands. On arriva dans une forêt sombre, mais on y voyait très clair à la lueur que jetait le carrosse. Cette lumière attira une bande de brigands qui se précipitèrent comme les mouches autour de la flamme. « Voilà de l'or pur !» s'écriaient-ils, et ils saisirent les chevaux, tuèrent cocher, groom et piqueur, et enlevèrent la petite Gerda du carrosse. « Quelle est donc cette fraîche et grassouillette, cette petite créature? On dirait qu'elle n'a jamais mangé que des noix. » Ainsi parlait la vieille mère du chef des brigands. Elle avait une longue et vilaine moustache et de grands sourcils qui lui couvraient presque entièrement les yeux. « Sa chair, reprit-elle, doit être aussi délicate que celle d'un petit agneau dodu. Oh, quel régal nous en ferons !» En prononçant ces mots, elle tirait un grand couteau affilé qui luisait à donner le frisson. « Aïe, aïe !» cria tout à coup la mégère. Sa petite fille, qui était pendue à son dos, une créature sauvage et farouche, venait de la mordre à l'oreille. « Vilain garnement !» dit la grand-mère, et elle s'apprêtait de nouveau à égorger Gerda. « Je veux qu'elle joue avec moi !» dit la petite brigande. « Elle va me donner son manchon et sa belle robe, et elle couchera avec moi dans mon lit. » Elle mordit de nouveau sa grand-mère, qui, de douleur, sauta en l'air. Les bandits riaient en voyant les bonds de la vieille sorcière. « Je veux entrer dans la voiture !» dit la petite fille des brigands. Et il fallut se prêter à son caprice, car elle était gâtée et entêtée en diable. On plaça Gerda à côté d'elle, et on s'avança dans les profondeurs de la forêt. La petite brigande n'était pas plus grande que Gerda, mais elle était plus forte, elle était trapue. Son teint était brun, ses yeux noirs, ils étaient inquiets, presque tristes. Elle saisit Gerda brusquement et la tint embrassée. « Sois tranquille, dit-elle, ils ne te tueront pas tant que je ne me fâcherai pas contre toi. Tu es sans doute une princesse. »« Non, répondit Gerda. Et elle raconta toutes ses aventures à la recherche du petit Kay. La fille des brigands ouvrait de grands yeux sombres et contemplait avec l'attention la plus sérieuse l'enfant à qui étaient arrivées des choses si étranges. Puis elle hocha la tête d'un air de défi. « Ils ne te tueront pas, reprit-elle, même si je me fâchais contre toi. C'est moi-même alors qui te tuerai. » Elle essuya les larmes qui coulaient des yeux de Gerda, puis elle fourra ses 2 mains dans le beau manchon qui était si chaud et si doux. On marchait toujours. Enfin la voiture s'arrêta. On était dans la cour d'un vieux château à moitié en ruine qui servait de repère aux bandits. À leur entrée, des vols de nombreux corbeaux s'envolèrent avec de longs croassements. D'énormes bulldogs accoururent en bondissant. Ils avaient l'air féroces. Chacun semblait de taille à dévorer un homme. Ils n'aboyaient pas. Cela leur était défendu. Dans la grande salle, toute délabrée, brûlait sur les dalles un grand feu. La fumée s'élevait au plafond et s'échappait par où elle pouvait. Sur le feu bouillait un grand chaudron avec la soupe. Des lièvres et des lapins rôtissaient à la broche. On donna à boire et à manger aux 2 petites filles. « Tu vas venir coucher avec moi et mes bêtes, » dit la petite brigande. Elles allèrent dans un coin de la salle où il y avait de la paille et des tapis. Au-dessus, plus de 100 pigeons dormaient sur des bâtons et des planches. Quelques-uns sortirent la tête de dessous l'aile lorsque les fillettes s'approchèrent.
Ils sont tous à moi, dit la petite brigande. Et elle en saisit un par les pieds et le secoua, le faisant battre des ailes. Embrasse-le, fit-elle en le lançant à travers la figure de Gerda, et elle se mit à rire de la mine piteuse de celle-ci. Tous ces pigeons, reprit-elle, sont domestiques. Mais en voilà deux autres, des ramiers, qu'il faut tenir enfermés, sinon ils s'envoleraient. Il n'y a pas de danger que je les laisse sortir du trou que tu vois là dans la muraille. Et puis voici mon favori, mon cher B. Elle tira d'un coin où il était attaché un jeune renne qui avait autour du cou un collier de cuivre bien poli. Celui-là aussi, il faut pas le perdre de vue. Ou bien il prendrait la clé des champs. Tous les soirs, je m'amuse à lui chatouiller le cou avec mon couteau affilé. Il n'aime pas cela du tout. La petite Cruelle prit en effet un long couteau dans une fente de la muraille et le promena sur le cou du renne. La pauvre bête, affolée de terreur, tirait sur sa corde, ruait, se débattait, à la grande joie de la petite brigande. Quand elle eut ri de tout son soûl, elle se coucha, attirant Gerda auprès d'elle. « Vas-tu garder ton couteau pendant que tu dormiras ?» dit Gerda, regardant avec effroi la longue lame. « Oui, » répondit-elle. « Je couche toujours avec mon couteau. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais raconte-moi de nouveau ce que tu m'as dit du petit quai et de tes aventures depuis que tu le cherches. » Gerda recommença son histoire. Les ramiers se mirent à roucouler dans leur cage, les autres pigeons dormaient paisiblement. La petite brigande s'endormit, tenant un bras autour du cou de Gerda et son couteau dans l'autre main. Bientôt elle ronfla. Mais Gerda ne pouvait fermer l'œil. Elle se voyait toujours entre la vie et la mort. Les brigands étaient assis autour du feu, ils buvaient et chantaient. La vieille mégère dansait et faisait des cabrioles. Quel affreux spectacle pour la petite Gerda. Voilà que tout à coup les ramiers se mirent à dire « Cours, cours, nous avons vu le petit quai. Une poule blanche tirait son traîneau. Lui était assis dans celui de la Reine des Neiges. Ils vinrent à passer près de la forêt et nous étions tout jeunes encore dans notre nid. La Reine des Neiges dirigea de notre côté son haleine glaciale. Tous les ramiers de la forêt périrent, excepté nous deux. Cours, cours. »« Que dites-vous là, mes amis ?» s'écria Gerda. « Où s'en allait-elle, cette Reine des Neiges? En savez-vous quelque chose ?»« Elle allait sans doute en Laponie, là où il y a toujours de la neige et de la glace. Demande-le au renne qui est attaché là-bas. »« Oui, » répondit le renne. « Il y a de la glace et de la neige, que c'est un plaisir, qu'il fait bon vivre en Laponie, quel joyeux ébats je prenais à travers les grandes plaines blanches. C'est là que la Reine des Neiges a son palais d'été, son vrai fort, son principal château, est près du pôle Nord, dans une île qui s'appelle Spitzberg. »« Oh, pauvre quai, où es-tu » soupira Gerda. « Tiens-toi tranquille, dit la fille des brigands, ou je te plonge mon couteau dans le corps. » Gerda n'ouvrit plus la bouche. Mais le lendemain matin, elle raconta à la petite brigande ce qu'avaient dit les ramiers. La petite sauvage prit son air sérieux et, hochant la tête, elle dit « Eh bien, cela m'est égal. Cela m'est égal. Sais-tu où est la Laponie ?» demanda-t-elle au renne. « Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» répondit la bête, dont les yeux brillaient en souvenir. « Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» répondit la bête, dont les yeux brillaient au souvenir de sa patrie. « C'est là que je suis né, que j'ai été élevé, c'est là que j'ai bondi si longtemps parmi les champs de neige. »« Écoute, » dit à Gerda la fille des brigands, « tu vois, tous nos hommes sont partis. Il ne reste ici plus que la grand-mère, elle ne s'en ira pas. Mais vers midi, elle boit ce qui est dans la grande bouteille, et après avoir bu, elle dort toujours un peu. Alors je ferai quelque chose pour toi. » Elle sauta à bas du lit, alla embrasser sa grand-mère en lui tirant la moustache. « Bonjour, bonne vieille chèvre. »« Bonjour. » La mégère lui donna un coup de poing tel que le nez de la petite en devint rouge et bleu. Mais c'était pure marque d'amitié. Plus tard, la vieille but, en effet, de la grande bouteille et ensuite s'endormit. La petite brigande alla prendre le renne. « J'aurais eu du plaisir à te garder, lui dit-elle, pour te chatouiller le cou avec mon couteau, car tu fais alors de drôles de mines, mais tant pis. Je vais te détacher et te laisser sortir afin que tu retournes à Laponie. Il faudra que tu fasses vivement aller tes jambes et que tu portes cette petite fille jusqu'au palais de la Reine des Neiges où se trouve son camarade. Tu te rappelles ce qu'elle a conté cette nuit, puisque tu nous écoutais. » Le renne bondit de joie. Lorsqu'il fut un peu calmé, la petite brigande assit Gerda sur le dos de la bête, lui donna un coussin pour siège et l'attacha solidement de sorte qu'elle ne pût tomber. « Tiens, dit-elle, je te rends tes bottines fourrées, car la saison est avancée, mais le manchon, je le garde, il est pas trop mignon. Je ne veux pas cependant que tu aies tes menottes gelées. Voici les gants fourrés de ma grand-mère, ils te vont jusqu'au coude, alors, mets-les. Maintenant, tu as d'aussi affreuses pattes que ma vieille chèvre. » Gerda pleurait de joie. « Ne fais pas de grimaces, reprit l'autre, cela me déplaît.
et l'air joyeux et content. Tiens, encore voici 2 pains et du jambon, comme cela tu n'auras pas faim. Elle attacha ses provisions sur le dos du renne, alors elle ouvrit la porte, appela tous les gros chiens dans la salle pour qu'ils ne poursuivent pas les fugitifs, puis coupa la corde avec son couteau affilé. Et elle dit au renne, « Cours maintenant, et fais bien attention à la petite fille. » Gerda tendit à la petite brigande ses mains emmitouflées dans les gants de fourrure et lui dit adieu. Le renne partit comme un trait, sautant par-dessus les pierres, les fossés. Il traversa la grande forêt, puis des steppes, des marais, puis de nouveau des bois profonds. Les loups hurlaient, les corbeaux croissaient. Tout à coup apparut une vaste lueur comme si le ciel lançait des gerbes de feu. « Voilà mes chères aurores boréales !» s'écria le renne. « Vois comme elles brillent !» Il galopa encore plus vite jour et nuit. Les pains furent mangés et le jambon aussi. Quand il n'y eut plus rien, ils étaient arrivés en Laponie. 6e histoire, la Laponie et la Finnoise. Le renne s'arrêta près d'une petite hutte. Elle avait bien pauvre apparence. Le toit touchait presque à terre, et la porte était si basse qu'il fallait se mettre à 4 pattes pour entrer et sortir. Il n'y avait dans cette hutte qu'une vieille laponne qui faisait cuire du poisson. Une petite lampe éclairait l'obscur réduit. Le renne raconta toute l'histoire de Gerda, après avoir toutefois commencé par la sienne propre, qui lui semblait bien plus remarquable. Gerda était tellement accablée de froid qu'elle ne pouvait plus parler. « Infortuné que vous êtes, dit la laponne, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous avez à faire encore un fier bout de chemin, au moins 100 lieues dans l'intérieur de Finnmarken. C'est là que demeure la Reine des Neiges, c'est là qu'elle allume tous les soirs des feux pareils à ceux du Brégal. Je m'en vais écrire quelques mots sur une morue sèche. Je n'ai pas d'autre papier pour vous recommander à la Finnoise de là-bas. Elle vous renseignera mieux que moi. » Pendant ce temps, Gerda s'était réchauffée. La laponne lui donna à boire et à manger. Elle écrivit sa lettre sur une morue sèche et la remit à Gerda qu'elle rattacha sur le renne. La brave bête repartit au triple galop. Le ciel étincelait, il se colorait de rouge et de jaune. L'aurore boréale éclairait la route. Ils finirent par arriver au Finnmarken et heurtèrent à la cheminée de la Finnoise, dont la maison était sous terre. Elle les reçut et leur fit bon accueil. Quelle chaleur il faisait chez elle. Aussi n'avait-elle presque pas de vêtements. Elle était naine et fort malpropre. Du reste, excellente personne. Elle dénoua tout de suite les habits de Gerda, lui retira les gants et les bottines. Sans cela, l'enfant aurait étouffé de chaleur. Elle eut soin aussi de mettre un morceau de glace sur la tête du renne pour le préserver d'avoir un coup de sang. Après quoi elle lut ce qui était écrit sur la morue. Elle le relut 3 fois, de sorte qu'elle le savait par cœur. Alors elle mit la morue dans son pot-au-feu. Dans son pays si pauvre, la Finnoise avait appris à faire bon usage de tout. Le renne conta d'abord son histoire, puis celle de la petite Gerda. La Finnoise clignait ses petits yeux intelligents, mais ne disait rien. « Tu es très habile, je le sais, » dit le renne. « Tu connais de grands secrets, tu peux, avec un bout de fil, lier tous les vents du monde. Si on dénoue le premier nœud, on a du vent, le second, le navire fend les vagues avec rapidité, mais si on dénoue le 3e et le 4e, alors se déchaîne une tempête qui couche les forêts par terre. Tu sais aussi composer un breuvage qui donne la force de 12 hommes. Ne veux-tu pas en faire boire à cette petite afin qu'elle puisse lutter avec la Reine des Neiges ?»« La force de 12 hommes ?» dit la Finnoise. « Oui, oui, peut-être cela pourrait lui servir. » Elle tira de dessous le lit une grande peau roulée, la déploya et se mit à lire les caractères étranges qui s'y trouvaient écrits. Il fallait une telle attention pour les interpréter qu'elle suait à grosses gouttes. Elle faisait mine de ne pas vouloir continuer de lire, tant elle en éprouvait de la fatigue. Mais le bon renne la pria instamment de venir en aide à la petite Gerda et de ne pas l'abandonner. Celle-ci la regarda aussi avec des yeux suppliants, pleins de larmes. La Finnoise cligna de l'œil et reprit sa lecture, puis elle emmena le renne dans un coin, et après lui avoir remis de la glace sur la tête, elle lui dit à l'oreille. « Ce grimoire vient de m'apprendre que le petit quai est, en effet, auprès de la Reine des Neiges. Il est très heureux. Il trouve tout à son goût. C'est, selon lui, le plus agréable lieu du monde. Cela vient de ce qu'il a au cœur un éclat de verre et dans l'œil un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer, sinon il ne redeviendra jamais un être humain digne de ce nom, et la Reine des Neiges conservera tout empire sur lui. Ne peux-tu pas faire boire à la petite Gerda un breuvage qui lui donne la puissance de rompre ce charme? Je ne saurais la douer d'un
pouvoir plus fort que celui qu'elle possède déjà. Tu ne vois donc pas que bêtes et gens sont forcés de la servir et que partie nu-pied de sa ville natale, elle a traversé heureusement la moitié de l'univers. Ce n'est pas de nous qu'elle peut recevoir sa force. Elle réside en son cœur et vient de ce qu'elle est un enfant innocent et plein de bonté. Si elle ne peut parvenir jusqu'au palais de la Reine des Neiges et enlever les 2 débris de verre qui ont causé tout le mal, il n'est pas en nous de lui venir en aide. Tout ce que tu as à faire, c'est donc de la conduire jusqu'à l'entrée du jardin de la Reine des Neiges, à 2 lieues d'ici. Tu la déposeras près d'un bouquet de broussailles aux fruits rouges que tu verras là au milieu de la neige. Allons, cours, et ne t'arrête pas en route à bavarder avec les reines que tu rencontreras. Et la Finnoise plaça de nouveau Gerda sur la bête, qui partit comme une flèche. « Halte !» dit la petite, « je n'ai pas mes bottines ni mes gants fourrés. » Elle s'en apercevait au froid glacial qu'elle ressentait. Mais le renne n'osa pas revenir sur ses pas, il galopa d'une traite jusqu'aux broussailles aux fruits rouges. Là, il déposa Gerda et lui baisa la bouche. De grosses larmes coulaient des yeux de la brave bête. Il repartit rapide comme le vent. La voilà donc toute seule, la pauvre Gerda, sans souliers et sans gants au milieu de ce terrible pays de Finnmarken, gelé de part en part. Elle se mit à courir en avant aussi vite qu'elle put. Elle vit devant elle un régiment de flocons de neige. Ils ne tombaient pas du ciel qui était clair et illuminé par l'aurore boréale. Ils couraient en ligne droite sur le sol, et plus ils s'approchaient, plus elle remarquait combien ils étaient gros. Elle se souvint des flocons qu'elle avait autrefois examinés avec la loupe, et combien ils lui avaient paru grands et formés avec symétrie. Ceux-ci étaient bien plus énormes et terribles. Ils étaient doués de vie. C'étaient les avant-postes de l'armée de la Reine des Neiges. Les uns ressemblaient à des porcs-épics, d'autres à un nœud de serpent entrelacé, dardant leur tête de tous côtés. D'autres avaient la figure de petits ours trapus aux poils rebroussés. Tous étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avançaient en bon ordre, alors Gerda récita avec ferveur un autre père. Le froid était tel qu'elle pouvait voir sa propre haleine qui, pendant qu'elle priait, sortait de sa bouche comme une bouffée de vapeur. Cette vapeur devint de plus en plus épaisse, et il s'en forma de petits anges qui, une fois qu'ils avaient touché terre, grandissaient à vue d'œil. Tous avaient des casques sur la tête. Ils étaient armés de lances et de boucliers. Lorsque l'enfant eut achevé le pater, il y en avait légion. Ils attaquèrent les terribles flocons et avec leurs lances les taillèrent en pièces, les fracassèrent en 1000 morceaux. La petite Gerda reprit tout son courage et marcha en avant. Les anges lui caressaient les pieds et les mains pour que le froid ne les engourdît point. Elle approchait du palais de la Reine des Neiges. Mais il faut à présent que nous sachions ce que faisait Kay. Il est certain qu'il ne pensait pas à Gerda et que l'idée qu'elle fût là, tout près, était bien loin de lui. 7e histoire, le palais de la Reine des Neiges. Les murailles du château étaient faites de neige amassée par les vents, qui y avaient ensuite percé des portes et des fenêtres. Il y avait plus d'une centaine de salles immenses. La plus grande avait une longueur de plusieurs milles. Elles étaient éclairées par les feux de l'aurore boréale. Tout y brillait et scintillait. Mais quel vide et quel froid! Jamais il ne se donnait de fête dans cette royale demeure. C'eût été chose facile que d'y convoquer pour un petit bal les ours blancs qui, la tempête servant d'orchestre, auraient dansé des quadrilles dont la gravité décente eût été en harmonie avec la solennité du lieu. Jamais on ne laissait non plus entrer les renards blancs du voisinage. Jamais on ne permettait à leurs demoiselles de s'y réunir pour babiller et médire, comme cela se fait pourtant à la cour de bien des souverains. Non, tout était vaste et vide dans ce palais de la Reine des Neiges, et la lumière des aurores boréales qui augmentait, qui diminuait, qui augmentait de nouveau, toujours dans les mêmes proportions, était froide elle-même. Dans la plus immense des salles, on voyait un lac entièrement gelé, dont la glace était fendue en des milliers et des milliers de morceaux. Ces morceaux étaient tous absolument semblables l'un à l'autre. Quand la Reine des Neiges habitait le palais, elle trônait au milieu de cette nappe de glace qu'elle appelait le seul vrai miroir de l'intelligence. Le petit quai était bleu et presque noir de froid. Il ne s'en apercevait pas. D'un baiser, la Reine des Neiges lui avait enlevé le frisson, et son cœur n'était-il pas d'ailleurs devenu de glace? Il avait dans les mains quelques-uns de ces morceaux de glace plats et réguliers dont la surface du lac était composée. Il les plaçait les uns à côté des autres en tous sens, comme lorsque nous jouons au jeu de patience.
Il était absorbé dans ses combinaisons et cherchait à obtenir les figures les plus singulières et les plus bizarres. Ce jeu s'appelait le grand jeu de l'intelligence, bien plus difficile que le casse-tête chinois. Ces figures hétéroclites qui ne ressemblaient à rien de réel lui paraissaient merveilleuses, mais c'était à cause du grain de verre qu'il avait dans l'œil. Il composait, avec ses morceaux de glace, des lettres et parfois des mots entiers. Il cherchait en ce moment à composer le mot éternité. Il s'y acharnait depuis longtemps déjà sans pouvoir y parvenir. La Reine des Neiges lui avait dit « Si tu peux former cette figure, tu seras ton propre maître, et je te donnerai la terre tout entière et une paire de patins neufs. » Il s'y prenait de toutes les façons, mais sans approcher de la réussite. « Il me faut faire un tour dans les pays chauds, » dit la Reine des Neiges. « Il est temps d'aller surveiller les grands chaudrons. » Elle entendait par ces mots les volcans d'Etna et le Vésuve. La neige leur cime est peut-être fondue. Elle s'élança dans les airs. Kay resta seul dans la vaste salle de plusieurs milles carrés. Il était penché sur ses morceaux de glace, imaginant, combinant, ruminant comme il pourrait les agencer pour atteindre son but. Il était là, immobile, inerte, on l'aurait cru gelé. En ce moment, la petite Gerda entrait par la grande porte du palais. Des vents terribles en défendaient l'accès. Gerda récita sa prière du soir, et les vents se calmèrent et s'assoupirent. L'enfant pénétra dans la grande salle. Elle aperçut Kay, le reconnut, vola vers lui, en lui sautant au cou, le teint embrassé, en s'écriant « Kay, cher petit Kay, enfin je t'ai retrouvé !» Lui ne bougea pas, ne dit rien. Il restait là, roide comme un piquet, les yeux fichés sur ses morceaux de glace. Alors la petite Gerda pleura de chaudes larmes. Elles tombèrent sur la poitrine de Kay, pénétrèrent jusqu'à son cœur et en fondirent la glace, de sorte que le vilain éclat de verre fut emporté avec la glace dissoute. Il leva la tête et la regarda. Gerda chanta comme autrefois dans leur jardinet le refrain du cantique. Les roses fleurissent et se fanent, mais bientôt nous reverrons la Noël et l'enfant Jésus. Kay, à ce refrain, éclata en sanglots. Les larmes jaillirent de ses yeux et le débris de verre en sortit, de sorte qu'il reconnut Gerda et transporté de joie, il s'écria « Chère petite Gerda, où es-tu restée si longtemps et moi, où donc ai-je été ?» Regardant autour de lui, « Dieu, qu'il fait froid ici, et quel vide affreux !» Il se serra de toutes ses forces contre Gerda, qui riait et pleurait de plaisir de retrouver enfin son compagnon. Ce groupe de 2 enfants, qu'on eût pu nommer l'amour protecteur et sauveur, offrait un si ravissant tableau que les morceaux de glace se mirent à danser joyeusement, et lorsqu'ils furent fatigués et se reposèrent, ils se trouvèrent figurer le mot éternité, qui devait donner à Kay la liberté, la terre entière, et des patins neufs. Gerda lui embrassa les joues, et elle redevint brillante. Elle baisa ses yeux, qui reprirent leur éclat, les mains et les pieds où la vie se ranima, et Kay fut de nouveau un jeune garçon plein de santé et de gaieté. Ils n'attendirent pas la Reine des Neiges pour lui réclamer ce qu'elle avait promis. Ils laissèrent la figure qui attestait que Kay avait gagné sa liberté. Ils se prirent par la main et sortirent du palais. Ils parlaient de la grand-mère, de leur enfance et des roses du jardinet sur les toits. À leur approche, les vents s'apaisaient, le soleil apparaissait. Arrivés aux broussailles chargées de fruits rouges, ils trouvèrent le renne qui les attendait avec sa jeune femelle. Elle donnait aux enfants de son bon lait chaud. Puis les 2 braves bêtes les conduisirent chez la Finoise, où ils se réchauffèrent bien, puis chez la Laponne, qui leur avait cousu des vêtements neufs et qui avait arrangé pour eux son traîneau. Elle les y installa et les conduisit elle-même jusqu'à la frontière de son pays, là où poussait la première verdure. Kay et Gerda prirent congé de la bonne Laponne et des 2 reines qui les avaient amenés jusque-là. Les arbres avaient des bourgeons verts, les oiseaux commençaient à gazouiller. Tout à coup, Gerda aperçut sur un cheval magnifique qu'elle reconnut, c'était celui qui était attelé au carrosse d'or, une jeune fille coiffée d'un bonnet rouge. Dans les fontes de la selle étaient des pistolets. C'était la petite brigande. Elle en avait eu assez de la vie de la forêt. Elle était partie pour le nord, avec le projet, si elle ne s'y plaisait pas, de visiter les autres contrées de l'univers. Elle reconnut aussitôt Gerda, qui aussitôt la reconnut. C'est cela qui fut une joie. « Tu es un joli vagabond, » dit Kay à la petite brigande. « Je te demande un peu si tu mérites qu'on court à cause de toi jusqu'au bout de la terre. » Gerda lui caressa les joues et, pour détourner la conversation, demanda ce qu'étaient devenus le prince et la princesse. « Ils voyagent à l'étranger, » répondit la fille des brigands.
Et les corneilles? Celle des bois est morte, l'autre porte le deuil et se lamente de son veuvage. Entre nous, ces plaintes ne sont que du babillage, mais raconte-moi donc tes aventures et comment tu as rattrapé ce fugitif. Gerda et Kay firent chacun leur récit. Schnipp, schnapp, schnour, pour, basselour, dit la petite brigande. Elle leur tendit la main, leur promettant de les visiter si elle passait par leur ville. Elle reprit ensuite son grand voyage. Kay et Gerda marchaient toujours la main dans la main. Le printemps se faisait magnifique, amenant la verdure et les fleurs. Un jour, ils entendirent le son des cloches, et ils aperçurent les hautes tours de la grande ville où ils demeuraient. Ils y entrèrent, montèrent l'escalier pour aller chez la grand-mère. Dans la chambre, tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait toujours tic-tac, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les roses devant les mansardes étaient fleuries. Kay et Gerda s'assirent sur le banc comme autrefois. Ils avaient oublié, comme un mauvais rêve, les froides splendeurs de la Reine des Neiges. La grand-mère était assise au soleil et lisait dans la Bible. Si vous ne devenez pas comme des enfants, disait-elle, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Kay et Gerda se regardèrent et comprirent le vieux refrain. Les roses fleurissent et se fanent, nous verrons bientôt l'enfant Jésus. Ils restèrent longtemps assis, se tenant par la main. Ils avaient grandi et cependant, ils étaient encore enfants, enfants par le cœur. Et maintenant, je vais t'inviter simplement à continuer le voyage, à rêver plus loin des choses encore plus merveilleuses. Et tu pourras retrouver, si tu le souhaites, sur ta voie vers le sommeil de l'hypnose, eh bien, le jardin rempli de fleurs, la petite ruelle et son arche de fleurs aussi, le palais de la Reine des Neiges si tu le souhaites, ou tout autre endroit de la terre que cette merveilleuse légende, que ce conte. Et tu pourras, si tu le souhaites, retrouver tout endroit de la terre qu'en toi ce merveilleux conte anime. Et pendant ce temps, ma voix s'éteint complètement pour que pour toi s'ouvre le sommeil.